Le domaine des Tilleuls semblait suspendu dans le temps en cet après-midi d'octobre. Julien Martel observa l'horizon, tandis que le soleil descendait paresseusement, peignant le ciel de la campagne de teintes orangées et rouges. Ses 52, quand lui pesèrent davantage ces derniers mois, depuis le départ de Thérèse. 6 mois d'absence qui paraissaient une éternité. Le fermier ajusta son chapeau usé sur ses cheveux grisonnants et inspira profondément, sentant l'air sec du cœur, de la campagne emplir ses poumons. Bouton d'Or, son cheval à la robe pommelée, hennit avec impatience, frappant le sol poussiéreux de l'enclos de ses sabots. L'animal se comportait étrangement depuis quelques jours, toujours agité lorsqu'il passait près de la vieille grange. Julien se gratta la barbe naissante, intrigué par le comportement de la bête. « Qu'y a-t-il, mon ami? Tu sens quelque chose ?» murmura-t-il, flattant l'encolure de l'animal. La grange se trouvait dans la partie la plus reculée de la propriété, une ancienne construction en bois que son père avait érigée des décennies auparavant. Julien évitait cet endroit depuis le décès de Thérèse. C'est là qu'ils gardèrent les souvenirs de toute une vie, les outils qu'ils avaient utilisés pour construire leur petit monde, les jouets en bois qu'il avait lui-même sculptés pour le fils qu'il n'avait jamais pu avoir, les tissus colorés que Thérèse collectionnait, pour le jour où nous aurions une fille. Des rêves poussiéreux que Julien n'avait pas le courage d'affronter. Le ciel commençait à se teinter de violet lorsque Bouton d'Or hennit de nouveau, plus fort cette fois, comme s'il appelait son maître pour une urgence. Le cheval tira sur les rênes en direction de la grange, avec une insistance que Julien n'avait jamais vue auparavant. « D'accord, têtu. Allons voir ce qui te met dans cet état », céda le fermier, ajustant la ceinture de cuir usé qui retenait son pantalon de toile délavé. Le chemin jusqu'à la grange était bordé de tilleuls que Julien et Thérèse avaient plantés dans les premières années de leur mariage. Maintenant sans feuilles, les branches semblaient des bras tendus vers le ciel, comme si elles aussi ressentaient un manque. L'odeur de la terre mouillée par la rosée qui commençait à tomber se mêlait à l'arôme lointain de café provenant de la maison principale, où Madame Dubois, son unique voisine, devait être en train de préparer le dîner. À quelques mètres de la grange, Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement le vent froid qui annonçait la nuit, mais quelque chose de plus profond, une sensation étrange qui lui donnait envie de faire demi-tour. Bouton d'Or cependant semblait déterminé, le tirant de plus en plus près de la construction en bois usée par le temps. Le fermier attacha l'animal à un piquet voisin et fit les derniers pas seul, ses bottes usées soulevant de petits nuages de poussière. La serrure de la grange, rouillée par l'inutilisation, céda avec un grincement de protestation lorsqu'il la força. La lourde porte s'ouvrit lentement, révélant l'obscurité intérieure. L'odeur familière de foin sec et de bois ancien envahit ses narines, ramenant une avalanche de souvenirs. Là, Thérèse avait l'habitude de stocker les graines pour le potager de la saison suivante. Là, les soirs de la Saint-Jean, il cachait l'eau de vie arrangée à la cannelle et au girofle qui serait servi à la fête. Là, les après-midi de forte pluie, il s'abritait et, parfois, s'aimait au son des gouttes frappant le toit de zinc. Julien hésita à l'entrée, ses yeux s'habituant lentement à la pénombre. Les outils suspendus au mur créaient des ombres allongées et mystérieuses. Le vieux tracteur qui avait appartenu à son père était toujours à la même place, couvert d'une bâche poussiéreuse. Les étagères soutenaient encore les bocaux de conserve que Thérèse préparait à chaque fin de récolte. Dehors, Bouton d'Or hennit de nouveau, plus fort cette fois, comme pour alerter ou presser son maître. Julien fit quelques pas de plus à l'intérieur, sentant le plancher en bois grincer sous son poids. Un rapide coup d'œil confirma que tout semblait normal, à l'exception d'un détail. La vieille couverture qui était habituellement pliée sur le coffre en cuir n'était pas à sa place. Au fond de la grange, partiellement caché derrière quelques bottes de foin, Julien vit un mouvement subtil. Son cœur s'accéléra. Ce pouvait n'être qu'un rat ou un chat sauvage entré chercher un abri. Mais quelque chose lui disait que c'était plus que ça. Il y a quelqu'un, sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, révélant le long temps passé sans parler à personne d'autre que Madame Dubois ou le curé Antoine à la messe du dimanche. Le silence fut sa seule réponse, mais maintenant il en était certain. Il avait vu un mouvement. D'un pas prudent, Julien s'approcha des bottes de foin, remarquant qu'elles étaient disposées différemment, comme si quelqu'un avait créé une petite cachette.
La main calleuse de Julien toucha le bois rugueux d'une des poutres de soutien en s'approchant. Le froid qu'il avait ressenti dans son dos quelques instants plus tôt revint avec plus d'intensité. Ce n'était pas de la peur, mais l'étrange sensation qu'il était sur le point de franchir une frontière invisible, un seuil entre sa vie solitaire et quelque chose de complètement inattendu. Dehors, les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon, plongeant le monde dans une obscurité bleutée. À l'intérieur de la grange, les ombres semblaient prendre vie. Julien inspira profondément, rassemblant son courage, et fit le dernier pas vers son destin, sans imaginer comment ce simple mouvement changerait à jamais le cours de son existence. Un silence épais régnait à l'intérieur de la grange lorsque Julien écarta la botte de foin. La faible lumière qui, filtrée à travers les fentes du bois, éclairait à peine l'endroit, mais elle fut suffisante pour révéler ce que Bouton d'Or avait pressenti. Recroquevillée contre le mur, partiellement couverte par la vieille couverture en laine que Thérèse avait tricotée des années auparavant, se trouvait une jeune femme. Ses yeux, écarquillés de peur, brillaient dans la pénombre comme ceux d'un animal traqué. « Mon Dieu !» murmura Julien, reculant d'un pas par instinct. La jeune femme ne semblait pas avoir plus de 20 ans. Son visage maigre était maculé de terre et ses cheveux sombres, emmêlés, tombaient sur ses épaules. Ses vêtements simples, un chemisier délavé et une jupe longue, étaient sales et déchirés par endroits. Sur ses pieds nus, les marques d'une longue marche. Julien resta paralysé quelques instants, ne sachant comment réagir. En 30 ans passés dans ce coin isolé de la campagne, il n'avait jamais été confronté à une situation pareille. La jeune femme tremblait visiblement, serrant la couverture contre sa poitrine comme un bouclier. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, sa voix sortant plus rude qu'il ne l'aurait souhaité. La jeune femme se contenta de le fixer, sans émettre un seul son. Ses lèvres sèches bougèrent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Elle paraissait si effrayée que Julien craignit qu'elle ne s'évanouisse à tout moment. Dehors, Bouton régna doucement, comme s'il approuvait la rencontre qu'il avait lui-même orchestrée. Le son parut calmer la jeune femme un instant. Ses yeux se détournèrent vers la porte et une légère détente parcourut son corps tendu. « Je ne vous ferai aucun mal, » dit Julien, s'accroupissant lentement pour se mettre à sa hauteur. « Mais j'ai besoin de savoir qui vous êtes et ce que vous faites sur ma propriété. » Le silence persista. La jeune femme se contenta d'enlacer ses genoux, se recroquevillant encore plus contre le mur. Il y avait quelque chose dans ses yeux, au-delà de la peur évidente, qui toucha profondément Julien. C'était un regard qu'il connaissait, bien, le même qu'il voyait dans le miroir chaque matin depuis le départ de Thérèse. Le regard de quelqu'un qui porte une douleur plus grande que les mots ne pourraient l'exprimer. La nuit était maintenant complètement tombée. Les grillons commençaient leur symphonie nocturne, et au loin une chouette hulotte lançait son chant mélancolique. Julien comprit qu'il devait prendre une décision. « Avez-vous faim » demanda-t-il, adoucissant sa voix. Une petite lueur d'intérêt apparut dans les yeux de la jeune femme bien qu'elle continuât de ne pas répondre. « Je vais chercher quelque chose à manger » décida Julien. « Restez ici, je reviens tout de suite. » En se levant, il remarqua un petit mouvement. La jeune femme avait fait un geste presque imperceptible d'acquiescement de la tête. C'était suffisant pour Julien. En sortant de la grange, le fermier respira profondément l'air frais de la nuit. Les étoiles commençaient à parsemer le ciel sombre, et le croissant de lune déversait une lumière argentée sur le paysage. Bouton d'Or l'observait avec ce qui semblait être un air de satisfaction. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas, vieux coquin ?» murmura Julien, caressant l'encolure de l'animal. « C'est pour ça que tu étais si agité. » Le chemin, jusqu'à la maison, ne lui parut jamais aussi long. L'esprit de Julien bouillonnait de questions. Qui était cette jeune femme? D'où venait-elle? Pourquoi se cachait-elle dans sa grange? Fuyait-elle quelqu'un? Avait-elle des problèmes avec la justice? Dans la cuisine simple mais bien entretenue, la seule pièce de la maison que Julien gardait en ordre depuis le décès de Thérèse, il prépara une assiette avec ce qu'il avait. Un ragoût de lentilles, un morceau de lard frit et du pain de campagne. Il y ajouta un morceau de fromage de chèvre frais que Madame Dubois lui avait apporté la veille, et remplit une tasse de café encore chaud de la cafetière qu'il gardait sur le poêle à bois. Tout en rassemblant la nourriture, Julien se demanda ce que Thérèse ferait dans cette situation. Elle avait toujours une façon spéciale de traiter avec les gens. Tout le monde a une histoire qui a besoin d'être écoutée avec le cœur, Julien.
disait-elle souvent. C'est en pensant à elle qu'il ajouta un morceau de tarte aux pommes à l'assiette. C'était la préférée de Thérèse, et peut-être apporterait-elle un peu de réconfort à cette étrangère. En retournant à la grange, Julien trouva la jeune femme exactement là où il l'avait laissée, toujours recroquevillée contre le mur. Mais quelque chose avait changé. Elle était moins tendue, comme si elle avait décidé qu'il ne représentait pas une menace immédiate. « J'ai apporté à manger », dit-il, s'approchant lentement et posant l'assiette par terre, à une distance sûre d'elle. « Et du café. » La jeune femme regarda la nourriture, puis Julien, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. L'odeur du repas chaud sembla vaincre toute résistance. Avec des mouvements lents, elle s'approcha de l'assiette. Julien recula de quelques pas, lui laissant de l'espace. Il s'assit sur un vieux tabouret en bois près de la porte, l'observant tandis qu'elle commençait à manger avec une voracité qui trahissait des jours de faim. « Mangez doucement », conseilla-t-il gentiment. « Il y en a plus si vous voulez. » À la faible lueur de la lanterne qu'il avait apportée de la maison, Julien put mieux l'observer. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé au premier abord, peut-être n'avait-elle même pas 20 ans. Malgré la saleté et la fatigue évidente, il pouvait voir qu'elle était jolie, avec des traits délicats qui rappelaient vaguement ceux des jeunes filles du nord du pays. Ses mains, bien que sales, montraient des callosités qui parlaient d'un dur labeur. « Mon nom est Julien Martel », dit-il lorsqu'elle eut fini de manger. « Cette terre est à moi. Je vis seul depuis que ma femme, Thérèse, est décédée. » La mention de la mort de Thérèse sortit naturellement, bien que Julien n'en parlât rarement à quiconque. Il y avait quelque chose dans la présence silencieuse de cette étrangère qui le mettait étrangement à l'aise. « Vous pouvez passer la nuit ici, » continua-t-il. « Vous êtes en sécurité. Demain nous parlerons. » Au moment de se lever pour partir, Julien remarqua un bref mouvement de la jeune femme. Elle avait légèrement tendu la main, comme quelqu'un qui veut dire quelque chose mais abandonne au dernier instant. Ses yeux, maintenant plus calmes après le repas, semblaient vouloir communiquer quelque chose. « N'ayez pas peur », assura Julien, lui laissant la lanterne. « Personne ne vous fera de mal tant que vous serez sous mon toit. » En sortant de la grange, Julien regarda le ciel étoilé. Une étrange sensation l'envahit, comme si un cycle se fermait et qu'un autre commençait. Bouton d'Or le suivit calmement jusqu'à la maison, apparemment satisfait de l'issue qu'il avait contribué à créer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreux mois, Julien Martel ressentit quelque chose de différent de la douleur et de la solitude qui étaient devenues ses compagnes constantes. C'était un sentiment qu'il ne pouvait nommer, quelque chose entre la curiosité, l'inquiétude et, étonnamment, l'espoir. Le matin arriva avec le chant des coqs et la rosée brillant sur l'herbe. Julien se réveilla plus tôt que d'habitude, agité par la présence de l'inconnu sur sa propriété. Pendant qu'il préparait un café fort sur le poêle à bois, son esprit débattait de la conduite à tenir. Le village de Sainte-Croix-des-Champs était à moins d'1 heure de cheval, et il serait naturel de chercher le brigadier Firmin pour signaler l'incident, mais quelque chose l'en empêchait. « Bonjour, mon ami !» La voix de Madame Dubois retentit de l'extérieur, faisant sursauter Julien. La voisine, une dame de 60 ans qui vivait sur la propriété attenante, avait l'habitude de passer, quelques fois par semaine avec une gourmandise, ou simplement pour vérifier s'il allait bien. « Bonjour, Madame Dubois », répondit Julien, ouvrant la porte de la cuisine. « Entrez. » La dame, les cheveux gris attachés en un chignon serré et un tablier impeccablement propre sur sa robe à fleurs, entra en portant un panier couvert d'un torchon brodé. « Je vous ai apporté une fougasse encore tiède et quelques œufs de mes poules. Vous êtes bien trop maigre, brave homme. Il faut vous nourrir correctement. » Julien remercia avec un sourire timide, tandis que ses pensées retournaient vers la jeune femme dans la grange. Si Madame Dubois découvrait... La voisine était une bonne âme, mais aussi la plus grande colporteuse de nouvelles du village. En moins d'une journée, tout le monde saurait que Julien Martel abritait une jeune femme inconnue sur sa propriété. « Quelque chose ne va pas, mon ami. Vous avez une drôle de mine aujourd'hui, » observa Madame Dubois, se servant un café. « Non, non, je n'ai juste pas très bien dormi, » éluda-t-il, évitant le regard scrutateur de la voisine. Après que Madame Dubois fut enfin partie, promettant de revenir dimanche avec de la confiture de lait,
Julien prépara une assiette avec les fougasses encore chaudes, quelques œufs durs et du café. D'un pas hésitant, il se dirigea vers la grange. La lumière du matin filtrait à travers les fentes du bois, illuminant l'intérieur de la grange de faisceaux dorés. Un instant, Julien craignit que la jeune femme ne se soit enfuie pendant la nuit, mais il la trouva bientôt, dormant sur un tas de foin, enroulée dans la couverture de Thérèse. En entendant ses pas, elle se réveilla instantanément, s'asseyant, en sursaut. Il y avait quelque chose de sauvage dans ce réveil, comme celui de quelqu'un qui vit en alerte permanente. « J'ai apporté le petit déjeuner », dit Julien, posant l'assiette au même endroit que la veille. La jeune femme l'observa avec des yeux maintenant plus vifs que la nuit précédente. À la lumière du jour, Julien put mieux distinguer ses traits. Elle avait la peau mate, hâlée par le soleil, des cheveux noirs et ondulés qui tombaient jusqu'à la taille, et des yeux d'un marron profond, presque noir. Une petite cicatrice marquait son menton. « Vous avez un nom ?» demanda Julien, s'asseyant à une distance respectueuse. La jeune femme baissa les yeux vers l'assiette mais ne bougea pas pour la prendre. « Écoutez, je ne sais pas ce qui vous est arrivé ou qui vous fuyez, mais vous ne pouvez pas rester silencieuse pour toujours, » continua-t-il, essayant de garder une voix douce malgré sa frustration croissante. Lentement, presque imperceptiblement, la jeune femme remua les lèvres. Elle n'émit aucun son, mais Julien comprit le mot qu'elle formait. « Agnès. Agnès, c'est votre nom ?» demanda-t-il, se penchant légèrement en avant. Elle acquiesça de façon presque imperceptible. « D'où venez-vous, Agnès ?» Cette fois, il n'y eut pas de réponse. La jeune femme tendit simplement la main pour prendre un morceau de fougasse, qu'elle commença à manger lentement comme si elle en savourait chaque miette. Julien soupira. C'était un début, même modeste. Au moins, maintenant, il connaissait son nom. « Je dois m'occuper du bétail et des cultures, » dit-il en se levant. « Vous pouvez rester ici pour le moment, mais il faudra que nous ayons une vraie conversation plus tard. » Tout au long de la journée, en travaillant dans les pâturages avec le bétail, Julien ne pouvait chasser de ses pensées la mystérieuse Agnès. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de complications. Depuis la mort de Thérèse, il s'était habitué à la routine solitaire, au silence de la maison, à la compagnie occasionnelle de Madame Dubois et aux rares visites au village pour acheter des provisions ou assister à la messe du dimanche. Sainte-Croix-des-Champs était un petit endroit où tout le monde se connaissait et s'épiait. Julien savait très bien comment fonctionnèrent les commérages. Il suffirait que quelqu'un voie Agnès sur sa propriété pour que les langues commencent à s'agiter comme des serpents. Le veuf Martel héberge une inconnue, dirait-il. Une vagabonde, ajouteraient les plus médisants. Une profiteuse qui en veut à ses terres, chuchoteraient d'autres. Le curé Antoine, un homme bon mais rigide dans ses principes, l'appellerait certainement après la messe pour une conversation sur les bonnes mœurs. Et le brigadier Firmin, toujours méfiant, pourrait se présenter pour poser des questions gênantes. Quand il retourna à la grange en fin d'après-midi apportant plus de nourriture, Julien eut une petite surprise. L'endroit était visiblement plus ordonné. Les bottes de foin avaient été rangées en piles nettes, les outils suspendus en ordre sur les murs, et le sol en terre battue semblait avoir été balayé. Agnès était assise dans un coin, cousant quelque chose avec une aiguille et du fil qu'elle avait probablement trouvé dans une des boîtes de Thérèse. « C'est vous qui avez rangé tout ça ?» demanda Julien, regardant autour de lui impressionné. Agnès leva les yeux de son travail et acquiesça légèrement. Dans ses mains, Julien reconnut une de ses vieilles chemises qu'il gardait dans la grange pour se changer quand il se salissait trop au travail. Elle était en train de réparer une déchirure à la manche. Un sentiment confus s'empara de lui, de la gratitude pour cette aide inattendue, mais aussi une pointe d'intrusion, comme si elle touchait à quelque chose de très personnel. Ces chemises, cet espace, faisaient partie des souvenirs de Thérèse, qu'il gardait précieusement. « Il ne fallait pas », dit-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Le visage d'Agnès se ferma, et elle baissa les yeux, laissant la chemise de côté. Julien regretta immédiatement son ton. « Pardon, c'est du bon travail. Merci. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Julien posa l'assiette, ragoût, pain et fromage qu'il avait préparé, sur le tabouret près d'elle. « Agnès, commença-t-il,
essayant de garder une voix ferme. « Je ne peux pas vous aider si je ne sais pas ce qui s'est passé. Fuyez-vous quelqu'un? Votre famille vous recherche-t-elle » Elle resta silencieuse, mais une ombre d'angoisse traversa son visage. « Écoutez, je ne veux pas vous presser, mais j'ai besoin de savoir. Le village est petit. Les gens parlent. Si vous avez de sérieux ennuis, il vaudrait peut-être mieux aller voir la gendarmerie. » En entendant le mot « gendarmerie », Agnès réagit avec un sursaut visible. Ses yeux s'écarquillèrent de panique, et elle fit un mouvement de tête, négatif si emphatique que Julien recula d'un pas. « D'accord, d'accord, » dit-il, levant les mains en un geste apaisant. Pas de gendarmerie pour l'instant. Le soleil commençait à se coucher lorsque Julien quitta la grange. Bouton d'Or l'attendait patiemment, attaché à un poteau voisin. Le cheval semblait satisfait comme s'il approuvait la présence d'Agnès. « Qu'en penses-tu, mon vieil ami ?» murmura Julien, caressant l'encolure de l'animal. « Est-ce que je fais ce qu'il faut ou est-ce que je me mets dans le pétrin ?» Cette nuit-là, seul dans son lit, Julien se tourna et se retourna, agité. Le visage effrayé d'Agnès en entendant le mot « gendarmerie » ne quittait pas ses pensées. Que s'était-il passé pour la laisser si terrorisée? Était-ce une fugitive, une victime? Et pourquoi ne parlait-elle pas? De la fenêtre de sa chambre, Julien pouvait voir la silhouette de la grange sous le clair de lune. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas complètement seul sur sa propriété. C'était une sensation étrange, inconfortable, mais aussi étrangement réconfortante. Il s'endormit en pensant à Thérèse et à ce qu'elle dirait de toute cette situation. Elle aurait probablement accueilli Agnès sans hésitation, lui offrant la chambre d'amis et lui préparant sa fameuse soupe de potiron pour la réconforter. Thérèse voyait toujours le meilleur chez les gens, même quand tout le monde autour ne voyait que des raisons de se méfier. Une semaine s'écoula depuis l'arrivée d'Agnès. Le silence prédominait toujours entre eux, rompu seulement par les brèves phrases que Julien adressait à la jeune femme pendant les repas qu'il apportait à la grange 3 fois par jour. La routine s'était établie de manière presque naturelle. Le matin, Julien laissait le café, à midi le déjeuner, et en fin d'après-midi le dîner, toujours accompagné d'un regard interrogateur, auquel Agnès répondait seulement par des gestes discrets. Ce jeudi matin, le ciel se leva chargé de nuages sombres qui promettaient la première grosse pluie de la saison. Julien observa l'horizon avec inquiétude en préparant le café. Il avait beaucoup de travail devant lui. Le champ de maïs devait être récolté avant l'arrivée de la tempête, une tâche qui nécessiterait normalement 2 ou 3 hommes. Quand il arriva à la grange avec le plateau du petit déjeuner, il trouva Agnès réveillée, la couverture déjà pliée et l'espace rangé. Elle portait les mêmes vêtements délavés, qui semblaient maintenant plus propres. Elle les avait probablement lavés dans le ruisseau qui coulait au fond de la propriété. « Bonjour », dit Julien en posant le plateau sur le tabouret. « Il va pleuvoir aujourd'hui. » Fortement. Agnès acquiesça, regardant le bout de ciel visible par la porte entr'ouverte. « Je dois récolter le maïs avant la pluie », continua-t-il sans attendre de réponse. « Ça va me prendre toute la journée. » À sa grande surprise, Agnès se leva. Ses mouvements étaient décidés tandis qu'elle prenait la tasse de café et buvait une gorgée rapide. Puis elle se désigna du doigt et montra la porte dans une question silencieuse. « Vous voulez aider ?» demanda Julien, incertain. Elle confirma d'un signe de tête ferme. Julien hésita. Le travail au champ était pénible, et il ne savait pas si elle était en état de le supporter. D'un autre côté, il avait vraiment besoin d'aide, et quelque chose dans son regard déterminé lui disait qu'elle n'était pas étrangère au dur labeur. « D'accord », accepta-t-il finalement. « Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez arrêter. » Une demi-heure plus tard, ils marchaient côte à côte vers le champ de maïs. Julien avait mis de côté une vieille chemise et un chapeau pour Agnès, qui semblait étrangement à l'aise dans ses vêtements d'homme trop grands pour son corps élancé. Le soleil luttait encore pour percer les nuages sombres, donnant au champ un aspect argenté et mystérieux. Le champ de maïs s'étendait sur près de 2 hectares, les épis mûrs se balançant avec la brise qui annonçait la tempête. Julien expliqua rapidement comment ils devaient procéder, arracher les épis et les mettre dans les paniers qu'ils emmèneraient ensuite au grenier. Il montra le mouvement une fois et tendit un des paniers à Agnès. À son grand étonnement, elle se mit au travail avec l'efficacité de quelqu'un qui connaissait bien la tâche.
Ses doigts fins se déplaçaient avec rapidité, détachant les épis des tiges avec précision, sans mouvement superflu. Ses mains, que Julien avait remarquées comme étant délicates malgré les callosités, révélaient maintenant la force cachée de celles qui étaient habituées à la besogne quotidienne. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures, à un rythme constant. Le silence, entre eux, n'était plus oppressant comme les premiers jours, mais presque confortable. Le silence partagé de deux personnes concentrées sur la même tâche. Parfois, leurs regards se croisaient, et Julien percevait quelque chose de nouveau sur le visage d'Agnès. Une sérénité qui n'était pas là auparavant, comme si le travail de la terre lui apportait une sorte de paix. Quand le soleil atteignit le milieu du ciel, caché derrière des nuages de plus en plus denses, Julien suggéra une pause. Ils s'assirent à l'ombre d'un vieux manguier qui marquait la limite entre le champ de maïs et le pâturage. Ils partagèrent l'eau fraîche qu'il avait apportée dans une gourde et les gougères que Madame Dubois avait laissées la veille. « Vous avez déjà travaillé dans les champs », observa Julien, non comme une question, mais comme une constatation. Agnès acquiesça, mâchant lentement une gougère. Ses yeux parcoururent l'horizon où les premières fermes voisines pouvaient être vues au loin. « Vous avez grandi à la campagne », continua-t-il, suivant son intuition. Un autre signe, de tête affirmatif. « Vous avez de la famille dans le coin ?» Cette fois, elle secoua la tête et une ombre traversa son visage. Julien décida de ne pas insister. Le peu qu'il avait obtenu était déjà un progrès. Ils retournèrent au travail lorsque les premiers coups de tonnerre commencèrent à gronder au loin. Il y avait maintenant de l'urgence dans leurs mouvements, la pluie ne tarderait pas. Julien remarqua que, malgré la fatigue évidente, Agnès ne ralentissait pas le rythme. Il y avait quelque chose d'admirable dans sa détermination silencieuse. Quand les premières grosses gouttes commencèrent à tomber, ils avaient déjà rempli 8 grands paniers d'épis. Ce n'était pas toute la récolte, mais assez pour considérer la journée comme un succès. « Allons-y », cria Julien par-dessus, le bruit de la pluie qui s'intensifiait. « Il faut amener ça au grenier. » Ils coururent avec les paniers vers la construction en bois, située entre la grange et la maison principale. La pluie tombait à verse maintenant, trempant leurs vêtements et transformant le sol en une boue glissante. En arrivant au grenier, ils étaient complètement trempés, mais les paniers de maïs étaient en sécurité. Julien regarda Agnès, ses cheveux noirs collés à son visage, la chemise prêtée plaquée contre son corps, révélant ses formes féminines. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, il vit un sourire, petit, presque imperceptible, mais un sourire se formait au coin de ses lèvres. « On a réussi », dit-il en souriant à son tour. Ce soir-là, Julien n'apporta pas le dîner à la grange. Au lieu de cela, il invita Agnès à manger dans la cuisine de la maison. C'était une étape importante, qu'il ne franchit pas sans hésitation. Mais après l'avoir vue travailler à ses côtés, avec dignité et ardeur, il sentait qu'il ne pouvait plus la traiter comme une intruse. La cuisine, éclairée par la lampe à pétrole et chauffée par le poêle à bois, était la seule pièce de la maison que Julien maintenait vraiment habitée depuis la mort de Thérèse. Le reste demeurait un musée silencieux de souvenirs qu'il ne visitait que pour épousseter occasionnellement. Agnès entra timidement, portant toujours les vêtements, prêtés, maintenant secs après avoir été suspendus près du poêle. Ses yeux parcoururent la pièce avec une curiosité contenue. Les casseroles en cuivre suspendues au mur, la table en bois massif recouverte d'une nappe brodée, les photographies dans de simples cadres. Ils mangèrent en silence. Mais c'était un silence différent, non plus chargé de méfiance mais de reconnaissance mutuelle. Dehors, la pluie continuait de tomber, créant un rideau d'eau qui isolait la maison du reste du monde. Après le dîner, alors qu'Agnès se levait pour retourner à la grange, Julien remarqua qu'elle boitait légèrement. « Vous vous êtes blessé au pied ?» demanda-t-il, inquiet. Elle fit un geste de la main, minimisant le problème, mais Julien insista pour examiner. Elle avait une petite coupure à l'arrière du talon, probablement causée par la botte prêtée, trop grande pour elle. « Attendez !» dit-il, se dirigeant vers une armoire et revenant avec une petite boîte en bois contenant les quelques médicaments de la maison. Avec soin, il nettoya la blessure et appliqua un peu de pommade que Thérèse avait l'habitude de faire avec des herbes du jardin. Le contact sur son pied fit d'abord raidir Agnès, mais elle se détendit rapidement. Il y avait une délicatesse surprenante dans les mains calleuses de Julien, des mains habituées à s'occuper du bétail et de la terre, mais qui prenaient maintenant soin d'elle
avec un respect presque révérencieux. Les jours qui suivirent établirent une routine qui, à la surprise de Julien, apportait un réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Agnès continuait de dormir dans la grange, une question de respect et de bienséance que Julien tenait à maintenir, mais elle passait ses journées à aider aux travaux de la ferme. Ses compétences allaient bien au-delà de la récolte. Elle savait traire les vaches avec une douceur qui les rendait plus calmes, s'occupait du potager avec une connaissance des plantes et montrait même un certain talent avec le poêle à bois, préparant un ragoût dont l'odeur rappelait vaguement celui de Thérèse. Elle ne parlait toujours pas, mais la communication entre eux avait évolué vers un système de gestes et de regards qui, d'une certaine manière, suffisait au quotidien de la ferme. Julien était surpris de la facilité avec laquelle il interprétait ses expressions. Un froncement de sourcils indiquant le doute, une inclinaison de la tête montrant la curiosité, une lueur dans ses yeux révélant la satisfaction du travail, bien fait. Le mois d'octobre avançait, apportant plus de pluie et transformant le paysage aride en un tapis vert vibrant. Les chemins de terre reliant la ferme au village de Sainte-Croix-des-Champs devenaient de plus en plus difficiles à pratiquer, ce qui servait d'excuse parfaite à Julien pour reporter une visite devenue nécessaire. Les provisions commençaient à manquer, et seules les visites occasionnelles de Madame Dubois, que Julien prenait soin de recevoir toujours seul, gardant Agnès cachée, apportaient un approvisionnement supplémentaire. Lors d'une de ces visites, la voisine apporta plus que de la nourriture. On dit au village que le châtelain de Valois cherche une domestique qui s'est enfuie, commenta-t-elle en posant un pot de confiture de lait sur la table. Une jeune fille qui travaillait au domaine. On dit qu'elle a volé des bijoux à la patronne et a disparu. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Monsieur Henri de Valois était l'homme le plus puissant de la région, propriétaire de la moitié des terres, entre Sainte-Croix-des-Champs et la ville la plus proche. Son domaine, le Bon Repos, employait des dizaines de travailleurs et était connu autant pour sa prospérité que pour la main de fer avec laquelle le châtelain le gérait. « Et ils ont retrouvé la jeune femme ?» demanda Julien, essayant de garder une voix neutre tout en servant du café à Madame Dubois. « Pas encore. Le brigadier Firmin a envoyé quelques hommes chercher dans les fermes des environs, mais toute cette pluie a compliqué les choses. Le châtelain est furieux. On dit que les bijoux appartenaient à sa défunte mère. Une valeur sentimentale. Vous comprenez ?» Julien acquiesça, évitant de regarder la fenêtre de la cuisine par laquelle, s'il y prêtait attention, il pourrait voir la silhouette d'Agnès s'occupant des poules dans la cour. Après le départ de Madame Dubois, Julien resta sur le porche observant la fine pluie qui tombait sur les champs. Son cœur était lourd de soupçons qu'il ne voulait pas nourrir. Agnès était-elle la domestique en fuite de Monsieur de Valois? Avait-elle vraiment volé les bijoux? Était-ce pour cela qu'elle ne parlait pas, par peur d'être découverte? Au dîner, Julien toucha à peine à sa nourriture. Agnès remarqua son agitation et le regarda avec inquiétude, inclinant la tête dans une question silencieuse. « Madame Dubois est venue aujourd'hui, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Elle a apporté des nouvelles du village. » Les yeux d'Agnès restèrent fixés sur lui attentifs. « Il semble que Monsieur de Valois cherche une domestique qui s'est enfuie de son domaine. On dit qu'elle a volé des bijoux de valeur. » La réaction fut immédiate et plus forte que ce que Julien attendait. Agnès pâlit visiblement. Ses mains se mirent à trembler, et la cuillère qu'elle tenait tomba dans son assiette avec un tintement aigu. Ses yeux, toujours calmes malgré le silence, débordaient maintenant de peur. « C'est vous, n'est-ce pas ?» demanda Julien, sa voix plus douce qu'accusatrice. « Vous travaillez pour Monsieur de Valois. » Agnès ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait des forces au plus profond d'elle-même. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination. Lentement, elle acquiesça. « Et les bijoux? Les avez-vous volés ?» La réaction fut viscérale. Agnès se leva d'un bond, renversant la chaise derrière elle. Ses yeux brillaient, maintenant non de peur mais d'indignation. Elle fit un geste de négation emphatique de la tête si véhément que Julien recula. « Calmez-vous, » demanda-t-il, se levant également. « J'ai juste besoin de connaître la vérité. » Agnès respirait lourdement, comme si elle luttait contre une émotion trop puissante pour être contenue. Ses lèvres tremblaient, et pour la première fois, Julien fut certain qu'elle allait parler.
Mais au lieu de cela, elle se dirigea rapidement vers le buffet de la cuisine, ouvrit un tiroir et prit un crayon et du papier, des articles que Julien utilisait pour noter les comptes de la ferme. Avec des mains tremblantes mais déterminées, elle commença à écrire. L'écriture était simple mais claire, révélant une certaine éducation. Julien observa en silence, respectant ce moment qui semblait si difficile pour elle. Quand elle eut terminé, Agnès poussa le papier vers lui, les yeux fixés au sol, comme si elle craignait sa réaction. Julien lut à voix haute. « J'ai travaillé 3 ans chez Monsieur de Valois. Je m'occupais du ménage, et j'aidais à la cuisine. Madame Adélaïde, son épouse, a perdu un collier de perles. Ils m'ont accusé. Je n'ai rien volé. Mais personne ne m'a cru. Ils allaient me livrer au brigadier. Je me suis enfui la nuit. Je ne suis pas une voleuse. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le crépitement du feu dans le poêle et le tambourinement de la pluie sur le toit. Julien regarda Agnès, qui gardait toujours les yeux baissés, ses épaules maintenant affaissées, comme si le poids de porter ce secret seul si longtemps l'avait finalement abandonné. « Pourquoi ne parlez-vous pas » demanda-t-il doucement. Elle reprit le papier et écrivit « Depuis que je suis petite, quand j'ai très peur, je perds ma voix. Ma mère disait que c'est un sortilège. Ça passe avec le temps. » Julien acquiesça, se souvenant d'histoires sur des gens qui perdirent la parole après des frayeurs ou des traumatismes. Sortilège était le mot que les anciens utilisaient pour ces mystères du corps et de l'âme que la médecine n'expliquait pas complètement. « Et pourquoi êtes-vous venu ici, dans ma ferme ?» Agnès écrivit plus lentement cette fois. « J'ai marché pendant des jours. Votre cheval m'a trouvé près du ruisseau. J'étais évanoui de faim. Il m'a guidé jusqu'à votre grange. Il semblait savoir que j'avais besoin d'aide. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Bouton d'Or, le vieil et fidèle animal, semblait vraiment avoir un 6e sens. « C'est pour ça qu'il était si agité ces jours-là, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie qui tombait maintenant plus fort, transformant la cour en un bourbier. L'histoire d'Agnès semblait sincère, mais cela ne changeait rien aux faits. Elle était recherchée par l'homme le plus puissant de la région, accusée d'un crime grave. S'il était découvert qu'elle était dans sa ferme, Julien pourrait être accusé de recel. « Monsieur de Valois n'est pas homme à abandonner facilement, » dit-il, toujours dos à elle. « S'il vous trouve ici… » Le son d'un sanglot étouffé le fit se retourner. Agnès avait couvert son visage de ses mains, ses épaules secouées par des pleurs silencieux. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans ses larmes sans son, comme si même dans sa douleur la plus profonde, elle restait prisonnière du silence. Sans réfléchir, Julien s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je ne vous livrerai pas, » dit-il fermement. « Si vous dites que vous n'avez pas volé, je vous crois. » Agnès leva son visage, des larmes coulant encore sur ses joues. Ses yeux, maintenant rouges, transmettaient une gratitude si intense que les mots auraient été superflus. « Mais nous devons être plus prudents, » continua-t-il. « La pluie tiendra les hommes du brigadier à l'écart pour le moment, mais quand les routes s'amélioreront, ils viendront. Nous devons réfléchir à ce qu'il faut faire. » Elle acquiesça, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. Ce soir-là, pour la première fois, Julien offrit à Agnès la chambre d'amis de la maison. La grange, plus exposée, ne semblait plus être une cachette sûre. Elle accepta d'un timide hochement de tête, le suivant dans le couloir sombre jusqu'à la petite pièce qui n'avait pas reçu de visiteurs depuis des années. Tandis qu'il arrangeait des draps propres sur le lit, Julien réalisa que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement la compassion ou le devoir chrétien qui le poussait à la protéger, c'était un lien plus profond, né de la confiance mutuelle qu'ils partageaient maintenant. Avant de la laisser pour la nuit, Julien se fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour prouver l'innocence de cette jeune femme que le destin, ou peut-être Bouton d'Or, avait mise sur son chemin. Le mois de novembre arriva avec des jours plus clairs et des routes plus sèches. La vie au domaine des Tilleuls avait trouvé un nouveau rythme, avec Agnès maintenant totalement intégrée à la routine quotidienne. La chambre d'amis, autrefois un espace de souvenirs poussiéreux, s'était transformée en son petit sanctuaire,
décorée de fleurs sauvages qu'elle cueillait et arrangeait elle-même dans des pots en terre cuite. Peu à peu, sa voix commençait à revenir, d'abord en murmures presque inaudibles, puis en phrases courtes, principalement le soir, lorsqu'il s'asseyait à la table de la cuisine après la journée de travail. Son premier « merci » audible fit monter les larmes aux yeux de Julien, bien qu'il ait dissimulé son émotion en se tournant rapidement vers le poêle. Ma mère disait que lorsque le sortilège commencerait à se briser, c'était le signe que l'âme était en train de guérir, dit-elle un soir, sa voix encore rauque par le long silence. Elle connaissait ces choses de l'esprit. Elle était sage-femme et guérisseuse dans notre village, avant de tomber malade. Julien écoutait ces histoires avec une attention respectueuse. Agnès était fille unique, élevée par une mère veuve dans le nord du pays. À la mort de sa mère, elle était allée travailler comme domestique, passant par plusieurs maisons avant d'arriver au domaine du Bon Repos, chez Monsieur de Valois. Les 3 années qu'elle y avait passées avaient été de dur labeur, mais honnêtes, jusqu'à la disparition du collier de perles qui avait appartenu à la mère du châtelain. Madame Adélaïde, son épouse, était bonne avec moi, raconta Agnès remuant distraitement la purée de pommes de terre que Julien avait préparée. Mais monsieur, il a un caractère difficile. Quand il a appris la disparition du collier, il est devenu comme fou. Il a crié, cassé des choses. Il a dit que quelqu'un allait payer, même s'il devait fouetter tout le monde au domaine. « Et pourquoi vous ont-ils soupçonné ?» demanda Julien. « J'étais la dernière à avoir nettoyé la chambre où le collier était gardé. La femme de chambre, Josepha, a dit m'avoir vu sortir de là avec quelque chose de brillant à la main. » Agnès secoua la tête. « C'était juste un flacon de parfum que j'emmenais polir à la cuisine, comme Madame Adélaïde l'avait demandé. Mais la parole de Josepha valait plus que la mienne. Elle est dans la famille depuis 20 ans. » Julien acquiesça, comprenant l'injustice de la situation. Dans le monde où il vivait, les gens comme Agnès, sans famille, sans bien, sans protection, étaient toujours à la merci des caprices des puissants. L'ombre de Monsieur de Valois et sa recherche de la domestique voleuse planaient constamment sur eux. Julien réduisit ses visites au village au strict minimum, craignant d'entendre des nouvelles qui pourraient menacer la paix qu'ils avaient construite. Quand il y allait, il revenait toujours le cœur serré, espérant ne pas trouver les hommes du brigadier sur sa propriété. Lors d'une de ses rares visites à Sainte-Croix-des-Champs, le 3e dimanche de novembre, quelque chose d'inattendu se produisit. Après la messe, alors qu'il achetait des provisions à l'épicerie du père Giraud, Julien entendit une conversation qui lui glaça le sang. « Le châtelain offre une récompense maintenant », disait le coiffeur Tonin à un groupe d'hommes réunis près du comptoir. 10 louis d'or pour quiconque trouvera cette domestique en fuite ou donnera une information menant à elle. 10 louis d'or, c'est de l'argent, répondit quelqu'un. De quoi acheter une bonne paire de bœufs. Il paraît qu'ils ont retrouvé le collier, intervint le père Giraud en baissant la voix. C'est Euphrasie, la cuisinière de là-bas, qui me l'a dit quand elle est venue acheter du sucre. Il était au fond d'un tiroir du châtelain, lui-même. Il semble qu'il l'ait rangé et oublié. « Et il cherche toujours la jeune femme ?» demanda Julien, incapable de se contenir. Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris de son intervention dans la conversation. Julien. Martel était connu pour sa réserve depuis la mort de sa femme. « Eh bien oui, » répondit le père Giraud en ajustant ses lunettes sur son nez. Le châtelain était embarrassé, bien sûr. Mais maintenant, il dit que la jeune femme doit revenir pour être punie d'avoir fui sans respecter son contrat de travail. Une question de principe, selon lui. Julien ressentit un mélange de soulagement et d'indignation. L'innocence d'Agnès était prouvée, mais l'orgueil blessé du châtelain représentait toujours une menace. Le chemin du retour à la ferme ne lui parut jamais aussi long. Bouton d'Or semblait sentir l'anxiété de son maître, trottant plus vite que d'habitude. Quand il aperçut enfin le toit rouge de sa maison entre les tilleuls, Julien sentit son cœur plus léger. Agnès l'attendait sur le porche, se protégeant les yeux du soleil avec la main. Ces derniers jours, elle avait commencé à porter une des vieilles robes de Thérèse, ajustée avec d'habiles coutures pour s'adapter à son corps plus élancé. Ses cheveux, maintenant toujours bien tressés, brillaient au soleil de l'après-midi, et il y avait de la couleur sur ses joues autrefois pâles. « Ils ont retrouvé le collier », annonça Julien dès qu'il descendit de cheval. Il était avec le châtelain lui-même qui l'avait rangé et oublié.
Le visage d'Agnès s'illumina d'une expression mêlant soulagement et validation. « Je le savais, » dit-elle, sa voix maintenant plus ferme. « Je savais qu'un jour la vérité apparaîtrait. » Cette nuit-là, assis sur le porche sous un ciel étoilé, ils firent des plans. L'innocence d'Agnès quant au vol était prouvée, mais M. de Valois, avec son orgueil blessé, pouvait encore causer des problèmes s'il insistait sur la question du contrat de travail. « Nous pourrions partir », suggéra timidement Agnès. « Recommencer ailleurs, où personne ne nous connaît. » Julien considéra l'idée. Abandonner le domaine des tilleuls signifierait laisser derrière lui non seulement la terre que son père et son grand-père avaient cultivée, mais aussi les souvenirs de Thérèse imprégnés dans chaque recoin. D'un autre côté, la perspective d'un nouveau départ aux côtés d'Agnès apportait une sensation inattendue d'espoir. « Où nous pouvons rester et affronter ce qui viendra ?» dit-il finalement. « Cette terre est à moi de droit. Je n'ai rien fait de mal et vous non plus. Nous n'avons aucune raison de fuir. » Le silence qui suivit fut différent de tous les autres qu'ils avaient à partager. Il était chargé d'une question non formulée, d'une possibilité qui planait entre eux depuis que la vérité sur le passé d'Agnès avait été révélée. Julien rassembla son courage et donna enfin voix à ce qu'il ressentait tous les tamoaks de « Agnès, si vous voulez rester vraiment avec moi, nous pourrions nous marier. » Les mots sortirent avec difficulté, se bousculant les uns les autres. Julien ne la regarda pas immédiatement, craignant de voir du rejet ou, pire, de la pitié dans ses yeux. « Je sais que je ne suis plus jeune, que j'ai peu à offrir en dehors de cette terre et d'une vie simple, et je comprendrais si vous préfériez suivre votre chemin, chercher quelque chose de mieux ailleurs. » Julien, sa voix l'interrompit, douce mais sûre. « Regardez-moi. » Quand il leva enfin les yeux, il ne trouva ni pitié ni rejet, mais un regard limpide et décidé. Ce que j'ai ici est plus que tout ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. La paix, le respect, un endroit où je peux me réveiller sans peur. Si vous m'acceptez tel que je suis, avec mon passé et mes cicatrices, je serai honoré d'être votre femme. Le mariage eut lieu la première semaine de décembre. Une cérémonie simple dans la petite église de Sainte-Croix-des-Champs. Beaucoup au village furent surpris d'apprendre que le veuf Julien Martel avait trouvé une nouvelle compagne. Et encore plus en découvrant qu'il s'agissait de la même jeune femme que M. de Valois avait si obstinément recherchée. Le châtelain lui-même, en l'apprenant, tint à se présenter au domaine des tilleuls un jour avant la cérémonie. Il arriva sur son imposant cheval, accompagné seulement de son régisseur. Julien et Agnès le reçurent sur le porche, côte à côte, main dans la main et la tête haute. « Je suis venu présenter personnellement mes excuses à mademoiselle », dit le châtelain après être descendu de cheval. Son ton était formel, mais il y avait un embarras indéniable dans sa posture. Le collier a été retrouvé. Une regrettable confusion de ma part. Quant au contrat de travail, je le considère comme résilié, sans aucune poursuite. Agnès, qui quelques semaines plus tôt tremblait, rien qu'à entendre le nom du châtelain, le regardait maintenant avec une dignité sereine. « J'accepte vos excuses, monsieur de Valois, le passé est clos. » Avant de partir, le châtelain tendit une enveloppe à Julien. « Un cadeau de mariage, ce n'est pas grand-chose, mais cela aidera peut-être à commencer votre nouvelle vie. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait de l'argent, l'équivalent de 6 mois du salaire qu'Agnès n'avait jamais reçu pour son travail au domaine du bon repos. La cérémonie fut simple, mais émouvante. Madame Dubois pleura abondamment, déclarant que Thérèse doit sourire depuis le ciel en voyant Julien de nouveau heureux. Le curé Antoine, après une conversation franche avec le couple, leur donna sa bénédiction avec des mots sur les nouveaux départs et les chemins mystérieux que Dieu trace. Le lendemain du mariage, Julien se réveilla au son de pas légers dans la cuisine et à l'odeur de café frais. Un instant confus, il crut avoir rêvé les derniers mois et qu'il trouverait Thérèse là, comme au bon vieux temps. Au lieu de cela, il trouva Agnès, maintenant son épouse, préparant le petit déjeuner avec un sourire serein sur le visage. Bouton d'or hennit dans le pré, comme pour saluer le nouveau jour. À travers la fenêtre de la cuisine, Julien pouvait voir la vieille grange où tout avait commencé. Le soleil se levait derrière elle, la baignant d'une lumière dorée qui semblait être un présage de jour meilleur. « À quoi penses-tu »
demanda Agnès en posant une tasse de café fumant devant lui. À la façon dont la vie tourne, répondit-il en lui prenant la main. Au fait que, parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour faire de la place à quelque chose de nouveau et de tout aussi précieux. Agnès acquiesça, comprenant. Tous deux portaient les pertes et les douleurs du passé, mais ils avaient trouvé en l'autre la chance de cicatriser d'anciennes blessures et de construire de nouveaux souvenirs. Dehors, le domaine des tilleuls s'éveillait à un nouveau jour. Les poules caquetaient dans la cour, le bétail meuglait dans les pâturages verdoyants, et à l'horizon, les champs de maïs fraîchement semés promettaient une récolte abondante dans les mois à venir. C'était une vie simple mais pleine, une vie qui leur appartenait désormais à tous les deux.